Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans la famille en question. En se mariant, épouse-t-on aussi sa belle famille? De quelle manière les beaux-parents ont changé leur lien avec le couple? Comment aider chacun à trouver sa place? Couple, quel lien avec ses beaux-parents? C'est le thème de ce numéro. Pour en parler, deux invités sont présents avec nous. Tout d'abord, Jacques Boutéon, bonjour. Bonsoir. Alors, vous êtes le beau-père de Nathalie, que l'on va voir dans un instant dans le reportage de cette émission. Face à vous, on accueille Françoise Sand, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère conjugale au Clair Amour et Famille et vous avez notamment publié le livre d'entretien avec Yves de Gentil-Béchy, Le couple au risque de la durée. C'est aux éditions Desclés de Brouwer. Enfin, on retrouve comme souvent le père Stan Rougier. Père, bonjour. Bonjour. Vous accompagnez bien sûr beaucoup de familles, de couples et de beaux-parents, notamment. Vous nous en parlerez dans les dernières minutes de cette émission. Mais avant de vous entendre tous les trois, voici un reportage. On va rencontrer Nathalie et sa belle-mère qui ont trouvé leur marque au fil du temps. Ce reportage est signé Laure Vintroux et Jean-Guillaume Charrier. Très souvent, Marguerite Marie quitte spontanément sa Mayenne pour visiter ses petits-enfants et sa belle-fille Nathalie. Des relations belle-mère-belle-fille qui existent depuis maintenant 10 ans, depuis le mariage de Nathalie avec Arnaud, un des enfants de Marguerite Marie. Mais cela n'empêche qu'avant le mariage, Nathalie rencontre dans le Morbihan ceux qui deviendront ses beaux-parents. Une rencontre à jamais gravée dans sa mémoire. Ce qui m'a touchée, c'est de voir que les grands-parents de mon mari étaient là, qu'il y avait toute une famille, une tribu réunie dans la simplicité dans cette petite maison. Et je me suis dit, c'est une famille qui accueille les grands-parents, qui accueille les personnes âgées. Et il y avait une espèce d'harmonie entre les jeunes générations et les vieilles générations. Et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a rappelé, ça m'a renvoyé à moi-même, à ma propre famille. Je me suis dit, je m'y sentirais bien. Dès le début, Nathalie s'est très vite intégrée dans sa belle famille. Et pourtant, cela aurait pu être un vrai choc culturel. En effet, Nathalie est parisienne et orthodoxe, et sa belle famille tout le contraire, provinciale et catholique. Des différences qui font plus de peur que de mal, en tout cas pour la belle-mère. En fait, il y avait plus d'appréhension. Appréhension de la différence. Bon, comme Nathalie le disait, nous on était provinciaux, surtout moi je venais de l'île de la Réunion, donc une certaine spontanéité qui quelquefois pouvait être mal perçue parce que c'était de la différence. Peur également, parce qu'elle était orthodoxe, ça paraît énorme, et j'ai évolué aussi depuis, alors que maintenant c'est un cadeau et une richesse. Et c'est vrai que, comme disait aussi Nathalie, j'étais complètement d'accord, les choses se sont purifiées et simplifiées. Les grandes différences vaincues, c'est peut-être dans le quotidien que peuvent survenir les plus grands dangers pour ces relations. Bien sûr, il y a forcément eu des phrases qui ont été un peu blessantes, mais des désaccords de fond, honnêtement, je ne me souviens pas. Mais il y a peut-être des petits mots, je sais pas, des petits gestes qui peuvent un peu blesser, mais chaque fois on essaye de se dire que la personne peut-être était fatiguée, qu'elle était énervée pour une autre raison. Mais tout ça c'est un exercice, c'est un muscle en fait, ça vient vraiment avec le temps je trouve. C'est pas spontané, spontanément, oui il y a des différences quand on n'a pas la même façon de faire au quotidien dans les petites choses, il faut s'ajuster en fait, c'est comme deux pierres qui en se frottant se polissent. D'ailleurs, c'est avec le temps qu'ils ont instauré, elle et son mari, des règles qui permettent d'avoir des relations saines entre beaux-parents et beaux-enfants. Avant d'arriver dans ma belle famille, on essaye vraiment d'être dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire spirituellement, on essaye d'avoir des paroles inspirées. Enfin, on y pense avant d'arriver, pour n'avoir que des paroles positives. Et ce qu'on évite de faire, c'est comme on dit, débriefer le soir dans la chambre ou quand on s'isole sur ce qui s'est passé, etc. On essaye de jeter un voile pudique sur ce qui a pu être un peu source de tension, etc. Voilà. Moins on en parle, finalement, mieux ça se passe. Plutôt que de jeter de l'huile sur le feu, on essaye de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. De toute façon, il n'y a pas de belle-mère parfaite, de belle-fille idéale, de gendre irréprochable ou de beau-père exemplaire. Il suffit peut-être donc de pardonner ce que la vie nous donne à aimer pour ainsi vivre en paix avec les parents de notre chair et tendre.
Alors Jacques, une réaction, là on vient d'entendre votre belle-fille sur ce reportage. Oui, elle m'a fait un peu peur quand elle a parlé que nous avions établi avec mon épouse des règles. Alors je me suis dit, tiens... Avec votre fils en fait, hein, c'est ça, elle parlait de... Ah ben, je sais pas, j'ai cru que c'était entre mon épouse et moi, plutôt, je crois, pour recevoir entre, nos enfants, on avait des règles. Alors, ça m'a fait peur. Son mari Arnaud, donc votre fils Oui. et votre belle-fille. Hein. C'est ça, alors eux c'est leurs règles de comportement. Oui. Mais sur le coup, si vous voulez, j'ai cru que c'était nous qui établissions des règles. Je me suis dit, aïe, ça y est, voilà, famille gendarme. Non, mais ça m'a rassuré par la suite, en effet. François Sand, une réaction, vous entendez pas mal de témoignages comme ça de gendres, de belles-filles. Si j'entendais autant de témoignages de personnes heureuses d'être à leur place et dans la connexion familiale, mais c'est pas tellement mon truc, puisque moi je reçois les personnes qui sont en douleur et en difficulté. Et évidemment, on entend beaucoup parler de ces relations familiales, soit du côté aîné, soit de la part des enfants, hein, des deux côtés. Et c'est vrai qu'il y a à la fois un désir, comme c'était exprimé là, de faire ce qu'il faut pour que les choses marchent, mais il y a aussi des blessures cachées, des blessures profondes qui remontent à l'histoire antérieure et qu'on ne peut pas évacuer aussi facilement. Et ce sont ces personnes-là, évidemment, que je rencontre principalement. C'est normal, puisque vous êtes conseillère conjugale. C'est normal. Ouais. Donc on vient évidemment vous voir pour ces raisons-là. Jacques, alors vous, comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée de Nathalie dans votre famille? Écoutez, nous avons eu la chance d'avoir 4 enfants, enfin d'en avoir perdu un, mais il nous en reste 4. Et il est certain que ces enfants, par moments, on s'est heurté à eux parce que, en tant que père, j'aurais voulu que mon fils puisse faire ça, ça ou ça. Et au bout d'un certain temps, je me suis aperçu que ça ne servait à rien de m'escriber à ce qui me ressemble totalement. Et en fait, j'ai réalisé que nos enfants ne nous appartiennent pas, certes. Donc, à nous de les accueillir tels qu'ils sont. Et quand ils sont arrivés à 24-25 ans pour fonder eux-mêmes un ménage, je me suis dit qu'après tout, j'avais 4 enfants et progressivement, on en a eu 5, 6, 7, 8. Donc je dirais que nos valeurs ajoutées sont maintenant pour moi des enfants. J'avoue que je ne fais pas beaucoup de différence entre un enfant et un gendre ou une belle-fille. Et alors, votre épouse, dans le reportage, disait qu'il y avait eu une appréhension puisque votre belle-fille est orthodoxe. Alors vous avez ressenti cette appréhension ou non? Non, puisque... a priori, les années passant aussi, hein, donc je suis quand même, j'ai été un peu plus hard peut-être qu'il y a quelques années. Au démarrage. Voilà, mais la différence, plus ça va, plus je m'aperçois que ce sont les différences qui nous enrichissent. De toutes les façons, ça ne sert à rien de se heurter à ces différences, autant les accueillir, essayer de comprendre pourquoi nous sommes différents. Bon, orthodoxe, catholique, mais dans le fond, c'est quand même bien le même Dieu. Donc, à partir de là, essayons de rechercher tous les points communs qui existent entre eux et nous. Alors, en revanche, sur la partie parisien ou provinciale, j'avoue que mon épouse est originaire de l'île de la Réunion. Moi-même, j'ai vécu mes 18 premières années en Afrique du Nord, Maroc et Algérie. Donc, des différences, j'en ai connues. C'est pas Paris qui vous impressionne? C'est pas Paris qui m'a fait particulièrement peur. J'y suis venu encore aujourd'hui. Bon, j'avoue qu'en province, il y a peut-être une autre façon de vivre, qui est là aussi différente. Mais ça n'influe pas tellement finalement sur les comportements, notamment de vos gendres, belles-filles? Non, puisque... les origines... Non, heureusement qu'on est différents. Heureusement qu'on est différents. Oui. Sinon, je pense qu'on formerait... ma belle-fille employait le terme tribu. Donc il y a deux formes de façon de voir une tribu. C'est soit la tribu qui est repliée sur elle-même ou la tribu qui s'ouvre et qui accueille. Ah, bon. Visiblement, elle disait que ça lui Nous, on a pris l'option accueil. Oui. Donc, elle s'est sentie accueillie. Donc il est certain que quand on accueille, à ce moment-là, on tolère, on a de la patience, on essaye d'en avoir. Et puis on a quand même un outil qui est le pardon, qu'il faut savoir utiliser. Et ne pas laisser une situation se durcir. Donc là, à nous de prendre l'initiative et de dire, attends, je pense que là, c'est pas compris. On peut en reparler
Puis à partir de ce moment-là, on dégonfle tout de suite. Bon, on y reviendra justement sur ces tensions éventuelles. François Sand, alors la belle famille, finalement, c'est celle de l'autre, la tribu? Il y a deux belles familles, finalement. Les deux côtés, bien sûr. Voilà. Et alors, il y a des moments, je dirais, sensibles dans la construction de cette tribu. Des moments sensibles comme par exemple la connaissance du nouveau ou de la nouvelle venue. Alors aujourd'hui, ce qui est particulier, c'est qu'avec les longues cohabitations que l'on voit, il y a des parents qui entendent parler d'Hélène ou de Christophe pendant des mois, voire des années, sans le connaître. Parce que tant qu'ils n'ont pas décidé de se marier, finalement, beaucoup ne souhaitent pas le présenter aux parents. Qu'est-ce que ça change justement dans la place et les rôles des uns et des autres, des parents, des beaux-parents, entre guillemets, qui ne le sont pas? Est-ce qu'ils se considèrent comme beaux-parents? À partir de quand est-ce qu'on peut dire on est beaux-parents? Je crois qu'il y a évidemment un passage qui change tout, c'est lorsque les jeunes ont décidé de s'engager. Lorsque les jeunes ont décidé de s'engager, d'une part, les aînés se disent, bon, ben, cette fois-ci, la famille s'agrandit, tandis que tant qu'ils n'ont pas décidé de s'engager, je vous rappelle qu'en moyenne, à l'heure actuelle, il y a 4 cohabitations qui se suivent. En moyenne, dans la France. Bon. Par conséquent, les parents, maintenant, ont une certaine expérience et se disent, ne nous engageons pas trop, parce qu'après tout, c'est peut-être pas fait pour durer. Donc, ce qui va vraiment signifier qu'on est dans la famille, c'est soit l'engagement, soit devant monsieur le maire, soit devant monsieur le curé, ou bien la venue du premier enfant. Sachant qu'aujourd'hui, on peut faire l'un ou l'autre dans le désordre. Donc, c'est ça qui va dire d'un seul coup, là, on fait famille. Alors, en quoi ces beaux-parents ont changé leur manière d'être, peut-être avec toutes ces composantes sociétales d'aujourd'hui? Je pense d'une part que le couple parental qui vit plus longtemps, qui est en meilleure santé, a le désir d'avoir une vie propre en dehors de sa vie parentale. Et ça, ce sont ceux qui, je dirais, réussissent le mieux à dépasser le départ des enfants. Parce qu'eux-mêmes, leur couple est encore vivant, ils se disent on a encore devant nous une longévité qu'il vaut la peine de vivre. Bon. Par contre, quand le couple parental est lui-même avec certaines difficultés, le retour au face-à-face est délicat. Et quelquefois, les enfants sont là un petit peu pour amortir les chocs. Et alors là, évidemment, pour chacun, c'est plus difficile. Mais pour les jeunes couples, c'est nettement plus difficile. Alors, François Sand, pour vous, c'est quoi le bon beau-parent? Écoutez, je crois que le bon parent, évidemment, c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé son enfant, qui lui a donné ce qu'il pouvait avec ses limites, et qui a accepté vraiment, franchement, son autonomie qui vole de ses propres ailes. Et que finalement, ça peut paraître très, très dur, mais le choix de la vie conjugale de son enfant ne le concerne pas, ne le concerne plus directement. Vous êtes d'accord avec ça, Jacques? Avec ça, tout à fait. Oui. En revanche, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait 4 cohabitations successives. En moyenne. Sociologiquement, en France. Oui, c'est les statistiques. Le même... un jeune... Il fait 4 essais. Oui, 4 essais. D'accord. Oui, c'est énorme. Oui. Donc vous êtes d'accord avec ça? Il faut finalement laisser ces enfants prendre leur envol, et c'est comme ça qu'on peut avoir des relations harmonieuses. On considère qu'ils sont majeurs. Bon, s'ils vont dans un mur, c'est comme un plus petit qui est sur son vélo et qui ne voit pas qu'il y a un trou, on se doit lui dire attention, il y a un trou. Bon, un enfant qui a 25 ans et qui vous déclare voilà, j'aime un tel, on n'est pas là pour les juger, pour leur dire ok. En revanche, si ça avait, on peut pressentir une catastrophe, là, je pense que notre devoir est de les avertir, de leur dire voilà, je me trompe peut-être, mais là, je pense que là, tu vois, il y a un risque, réfléchis bien. Bon, on a eu beaucoup de chance, ça peut être notre cas. Mais sinon, c'est notre devoir de le dire. Mais du moment où eux-mêmes décident d'attraper la vie et puis se débrouiller tout seul, d'être autonome, on ne peut que les suivre, être là pour les aider et répondre à leur appel si besoin. Alors c'est un cheminement de devenir beau-père. Pour vous, ça s'est construit, comme votre belle-fille, elle disait, c'est un muscle, hein, ça se, oui, tous les jours. Ça s'alimente. Je crois que tous les jours, on apprend à mieux se connaître. Et puis,
savez, pour moi, l'amour, pourquoi mon épouse est mon épouse, pourquoi je l'aime, pourquoi elle m'aime, je suis incapable de vous le mettre en équation. Hein, donc, c'est comme ça. On accueille et c'est tout. Même chose pour votre fils et votre belle-fille alors. Je pense que ça doit être pareil. François Sand, c'est un cheminement, c'est une construction, les liens avec les beaux-parents. C'est une construction effectivement qui n'est jamais achevée, qui est un lien en général assez fort parce que il met en jeu l'intimité vraiment profonde de chacun, et notamment il renvoie souvent à des histoires d'enfance, et peut-être même à l'insu des intéressés. C'est-à-dire, comment ça se voit, ça, ce renvoi au passé? Eh bien, il y a soit, par exemple, des jeunes qui ont cherché, par le couple, justement, à dépasser des douleurs d'enfance et de jeunesse, et qui, de ce fait, auront une idée préconçue un peu à l'avance de ce que doit être ce beau-père ou cette belle-mère. Il y a aussi des jalousies. Si vous voulez, derrière la relation que vous avez pas mal présentée, qui est la relation la plus emblématique, c'est-à-dire belle-mère, belle-fille, oui, parce que c'est certainement la plus sensible. Ça, c'est réel, c'est pas un peu cliché, le côté la belle-mère marâtre? C'est une vérité. Non, c'est très très vrai. Vous l'expérimentez dans votre cabinet. Il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu ma belle-mère est une belle-mère idéale à 500 km. Vous voyez, et des phrases comme ça, j'en entends sans arrêt. Donc il y a quelque chose de particulier, là. Oui, mais parce que je crois que le féminin, c'est ce qui est le plus lié à la vie, c'est ce qui est lié à l'intimité domestique. C'est donc tout en nuances, c'est très fortement chargé d'affectif. Et alors très justement, dans cette relation entre belle-mère, belle-fille qui est si emblématique, se joue derrière, se profile derrière la relation fils à sa mère. Et oui. Et voilà. Et c'est pour ça que les choses sont particulières. Mais alors moi je me pose quand même cette question, est-ce qu'en se mariant on épouse sa belle famille? C'est-à-dire qu'en se mariant, on choisit son conjoint, mais on ne choisit pas sa belle famille. Et on ne se marie pas avec sa belle famille. On doit construire des liens, mais qui sont à construire à 100%. Hein, parce qu'au départ, rien n'existe du côté de la nature. Donc tout est du côté du choix, des valeurs à partager et vraiment d'une relation à construire. Et dans certains cas, cette relation ne peut pas se construire pour des tas de raisons où elle se construit mal, et qu'il vaut mieux dans ce cas-là, justement, ne pas garder toujours la nostalgie d'être très très proche avec ses beaux-parents, parce que manifestement, ça ne sera pas possible. Alors Jacques, vous avez de temps en temps des sujets de désaccord avec votre belle-fille? Comme on peut en avoir dans un couple. Hein. Je prendrai l'histoire classique. Enfin, je suis diacre, je prépare des jeunes au mariage. Hein, et je leur cite toujours le coup de la brosse à dents. Hein, monsieur met sa brosse à dents, lui, à droite, et madame veut que la brosse à dents soit dans le verre à gauche. Donc, un beau jour, il faut qu'ils parlent du problème de la brosse à dents et qu'ils se mettent bien d'accord. Souvent, personne ne parle. Et chacun s'agace, lui disant « mince, ma brosse à dents, où est-ce qu'elle est partie ?» Elle est repartie à gauche, et elle, il l'a encore remise à droite. Donc ça vous arrive de temps en temps d'avoir des ça sujets arrive entre conjoints, ça arrive dans la famille, dans la belle famille, mais dans le moindre petit détail. La façon de mettre la vaisselle dans une machine à laver. Il y en a qui mettent le verre à gauche et les bols à droite, d'autres les petits couverts les uns dans les trous. Ça, c'est rien. Bon, ce sont des petits détails, mais notre vie n'est faite que de petits détails. Où ça peut se compliquer, c'est avec l'éducation des enfants. Donc là, par principe, un enfant pleure. S'il pleure, c'est qu'il a quelque chose. Hein, surtout au bout de 10 minutes. Donc on va quand même aller voir. Là, il peut y avoir des tensions, en disant, les enfants peuvent dire, c'est mon enfant, c'est plus le vôtre. Alors en effet, les parents étant là, on n'a pas à s'en occuper. On ronge de temps en temps, c'est un peu dur de dire, tiens mince, là, ils font une blague. Bon, à la limite, on va leur dire après. Or, les petits-enfants. Hein, mais encore, on leur dit en disant, ça ne nous regarde pas, mais on veut quand même le dire, feriez peut-être là une erreur. Mais comme un petit conseil, mais et stop. Hein. Et les conseils, les beaux-parents, ils peuvent en donner, François Sand? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais de toute façon, même si c'est pas dit ouvertement, le langage du corps est très fort et qu'en général, on exprime à son insu beaucoup de choses de ce qu'on pense. Hein. Par contre, si
les jeunes demandent conseil, à ce moment-là, je crois que la place du beau-parent, c'est d'accepter, d'apporter sa parole et son jugement. Mais je crois d'en prendre l'initiative. Alors, quelquefois, ça peut se faire avec ses propres enfants. Mais pas tellement en règle avec les pièces générale, rapportées. je me suis aperçue que ça faisait plus de dégâts que de bien. Alors, et finalement, François Sand, quelles sont les clés d'une bonne relation harmonieuse entre des beaux-parents et le couple ? C'est une question de place à trouver. Et cette place, la juste place, va évidemment pas être trouvée une fois pour toutes. Elle changera quand les petits-enfants arriveront, quand il y aura des problèmes de déménagement, quand il y aura dans la fratrie également des modifications. Je pense à des maladies, je pense à différentes épreuves qui peuvent arriver dans la vie. Donc effectivement, cette place est une place qui n'est pas trouvée d'avance. Elle n'est pas définie. Elle n'est pas définie, il y a ça. Et puis, il y a à savoir qu'une situation, à un moment donné, n'est pas forcément figée. Hein, et qu'il y a toujours des opportunités. Simplement pour ça, il faut être vigilant pour les saisir. Hein, parce que ce n'est pas spontanément qu'une relation qui est délicate et difficile va se réajuster. Il faut se donner du mal pour comprendre d'où elle vient, et puis pour essayer d'ajuster les stratégies qui permettront justement de l'assouplir. Père, alors quel éclairage chrétien on peut avoir sur ces liens couple-beaux-parents ? Déjà, tout ce que je viens d'entendre était un éclairage chrétien et j'ai bu du petit lait en écoutant tout ce que je viens d'entendre. Moi, je crois que la famille est d'une importance souveraine. C'est là que nous apprenons le sens de l'existence. Et donc, plus la famille est unie, plus on accepte la différence avec enthousiasme et avec joie, mieux c'est. Bon, le premier livre que j'ai écrit était un peu sur ce sujet, L'avenir est à la tendresse. Et je pense souvent à la parole qu'on attribue à Gide, « Famille, je vous hais ». Il n'a pas dit cela. Il a dit « Famille, je vous hais, foyer clos, porte fermée ». C'est-à-dire, lorsque vous êtes des foyers clos et des portes fermées, alors vous étouffez les individus. Je pense aussi, en écoutant tout ce que je viens d'entendre, à la parole biblique, « L'homme quittera son père et sa mère ». Et je crois que d'être trop attaché à ses parents peut faire le désastre d'un couple. Moi, je suis comme Françoise, j'entends plutôt les gens en douleur que les gens qui vont bien. Donc, dans les retraites, j'ai sans arrêt des gens qui disent « Ma belle-mère m'a pourri la vie, c'est elle qui a tout décidé du sort de ma famille, du sort de mon épouse, du sort de mes enfants. » Et vraiment des haines qui sont colossales, que n'éteint même pas la mort de la belle-mère en question. Et je crois que peut-être on devrait aider davantage les fiancés à savoir comment découvrir la beauté de cette famille dans laquelle ils vont rentrer, au lieu d'être dans une attitude peut-être de peur, et puis de ne pas hésiter à dire, ben voilà, nous, notre territoire, c'est ça, et vous nous laissez nous occuper de nos affaires, et vous ne venez pas fourrer votre nez là-dedans. Je crois qu'il faut que chacun garde son territoire, et qu'il faut se méfier des gens trop dominateurs ou trop possessifs. Donc, je pense qu'on aide, nous, les fiancés, dans leur préparation au mariage. On n'offre pas assez de week-ends après mariage. On devrait dire, bon ben écoutez, c'est pas le tout d'être marié. Après, comment vous allez gérer cette vie nouvelle qui est la vôtre ? Et dans cette vie nouvelle, il y a la relation à la famille. Moi, j'ai vu ça lorsque j'étais enfant, la relation de mon grand-père qui adorait sa fille unique, qui était ma mère, et du coup, qui fourrait son nez dans les affaires de mon père, ce qui ne lui plaisait pas du tout. Donc, on est tous marqués par des choses de ce genre, et on va avoir une attitude qui est une conséquence, qui est une trace de ce qu'on a vécu. Alors savoir un peu dans quelle famille on va rentrer et qui on va rencontrer, et d'avoir un préjugé favorable et non pas un jugement sévère a priori, avec toutes ces histoires sans cesse ressassées sur les belles-mères. Il faut quand même sortir de ces canevas tout faits, quoi. Mais tout ce que je viens d'entendre était hyper positif. J'espère que
saura donner des sentiments chrétiens à tous ceux qui nous écoutent. Mais c'est vrai que dans la préparation au mariage, on n'entend pas de paroles sur sa belle famille. On parle du couple et de toute la construction, mais les beaux-parents, moins. Moi, j'en parle dans les retraites que j'anime. D'accord. Dans nos équipes 3 ans, nous avons fondé des équipes 3 ans pour après justement aider au démarrage de la vie conjugale. Et dans ces équipes 3 ans, il y a beaucoup de temps consacré à la belle famille. Voilà, donc ça c'était pour le clair. Merci à tous les 3 d'être venus. N'hésitez pas à réagir en nous envoyant vos mails à réaction@kto.tv.com. À bientôt, au revoir.